Au cœur de la vie locale. Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget. Radio Grand Lac. Question de parents. Trouvez les mots pour parler à vos enfants avec Elodie sur Radio Grand Lac. Et bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour l'émission Questions de parents dans ce mercredi de la parentalité qui va comprendre donc 2 émissions, Questions de parents à l'instant et vous aurez par la suite Pauline pour son émission Parents Autrement qui vous parlera du burn-out parental. Il faudra aussi bien rester sur les ondes de Radio Grand Lac puisque ce soir vous aurez vos émissions dansantes Eurohit à 20h et After Latino à 21h. Aujourd'hui, dans Questions de parents, je revenais un peu sur, je souhaitais revenir un petit peu sur une discussion que j'ai eue avec un des parents en consultation, qui était donc l'approche de Noël et des fameuses listes de cadeaux qui va bientôt nous occuper tout l'esprit et tout notre temps. Et là, se posait donc toujours un petit peu la question des écrans. Alors sans revenir directement sur les écrans, les utilisations, c'est déjà des thèmes que j'ai pu aborder dans différentes émissions que vous pourrez retrouver facilement sur les réseaux sociaux de Radio Grand Lac, notamment YouTube pour les replays, mais aussi sur mes réseaux. Je souhaitais vraiment qu'on puisse réfléchir, et c'était un petit peu l'échange que j'avais eu, sur l'usage des écrans, l'impact sur les relations pour nos enfants et comment ça pouvait les impacter. Parce que loin de moi l'idée, comme plusieurs fois déjà exploré, d'interdire les écrans ou de véritablement couper nos enfants de toute cette nouvelle technologie qui les entoure. Comme vous l'avez bien compris, ce n'est pas le but puisque ça va être vraiment leur futur, mais vraiment de leur permettre de les utiliser avec sagesse et compréhension. Et ça, dès le plus jeune âge, leur expliquer vraiment l'impact et la grande différence qu'il peut y avoir avec le réel va être vraiment essentiel. Et j'ai envie de dire de plus en plus, notamment avec l'intervention maintenant, enfin l'existence de l'intelligence artificielle et les vidéos. Alors je sais pas si vous en avez déjà vu, et vous en avez forcément déjà vu parce qu'il y en a maintenant un petit peu partout, ces vidéos créées par l'intelligence artificielle, et ça va devenir un vrai casse-tête, un vrai enjeu d'arriver à détecter quelles sont la réalité, qu'est-ce qui est du fake, du virtuel, et trier donc les informations, puisque maintenant on se retrouve avec des vidéos et des montages sur les personnes, les voix qui sont vraiment bluffantes de réalité, alors que c'est entièrement truqué. Donc cet esprit critique, cette distance par rapport à ce que nous présentent les réseaux, les écrans, toute cette vie virtuelle, va être vraiment à cultiver, à développer, à encourager chez nos enfants. Donc cette période de Noël, avec ces listes de cadeaux et différentes choses à venir, je trouve que ça peut être un très joli support pour en échanger avec eux. En effet, quand je vous parlais de l'impact sur les relations, est-ce que j'ai eu le plaisir de voir une conférence de Serge Tisseron dernièrement qui parlait vraiment de cette entrée des nouvelles technologies dans nos vies. Et la grande différence que je vois, qui va être déjà primordiale à vraiment comprendre en tant que parent, c'est vraiment qu'il y a, qu'on le veuille ou pas, une énorme différence d'appropriation. Pour nous, tout ce qui va être nos téléphones, nos tablettes, les ordinateurs, enfin voilà, toutes ces sources d'informations et d'écran sont des outils. Sont des outils de communication, sont des outils d'information, mais restent vraiment des moyens, quelque chose qu'on a rajouté à notre vie, qui peuvent nous la faciliter et qui sont devenus complètement essentiels et indispensables. On peut même être maintenant vraiment mal de s'en passer, mais ça reste quand même des outils, quelque chose de matériel. Pour nos jeunes, enfants et adolescents, et j'ai envie de dire même la génération de jeunes adultes,
ils n'ont jamais connu une existence sans leurs écrans. Et en ça va véritablement changer énormément l'appropriation, parce que pour eux, ce ne sont pas des outils ou un matériel, mais nous allons le voir de plus en plus, c'est vraiment une extension d'eux-mêmes. Ce que je veux entendre par là, c'est que dans ce téléphone, dans ces réseaux sociaux, il y a carrément un bout de leur vie. C'est pas simplement un lieu où ils stockent quelques photos, c'est vraiment une extension de leur vie psychique et réelle. Toute leur communication, toutes leurs vidéos, toutes leurs réseaux, leurs pages sont vraiment un bout de leur identité. Ce qui pour nous, adultes, nos pages Facebook ou Instagram ou LinkedIn peuvent être vraiment un peu un miroir de qui on est, où on présente notre identité. Je crois sincèrement, et vraiment en le regardant de cette façon-là, on peut vraiment beaucoup mieux s'approcher du vécu et du ressenti des jeunes. C'est que pour eux, c'est pas un miroir, c'est carrément eux-mêmes. On le voit bien dans leurs relations, ou leurs relations virtuelles qu'ils peuvent avoir au travers des réseaux sociaux, mais aussi des jeux en réseau, ces amitiés en jeu en réseau où ils ne se croisent jamais, où ils ne s'en sont pas vus. Et là aussi, avec tout le risque du faux, du fake, est-ce qu'en face, on a vraiment un enfant de 12 ans qui sait qui se présente? On ne peut pas le vérifier. Vous seriez vraiment surpris de réaliser que pour eux, quand ils vous disent je joue avec des amis en réseau, essayez de voir avec eux et allez échanger. J'aime bien cette expression d'aller s'asseoir sur la même pierre qu'eux, c'est-à-dire poussez-les un petit peu pour vous faire une petite place, même s'il n'y en a pas trop, comme si on se serre sur un canapé, pour aller voir vraiment ce qu'ils regardent sur les écrans à leur hauteur. Qu'est-ce qu'ils font sur ces écrans? Parce qu'au-delà du temps passé, c'est aussi le contenu qui est peut-être le plus essentiel. Et là aussi, aller questionner leur amitié virtuelle au travers des réseaux ou de ces jeux, vous pouvez être surpris de découvrir qu'en fait, ce qu'ils appellent des amis, ça va être des personnes qu'ils n'ont jamais croisées, qu'ils ne croiseront peut-être jamais. Et alors que nous, dès qu'on entend la phrase, j'ai beaucoup de parents qui entendent la phrase je joue avec des amis, tout de suite dans notre tête, puisqu'on a vraiment beaucoup plus une approche de la réalité qui est beaucoup plus importante chez nous, qui est même prédominante, ça va être les amis de classe. C'est ceux qui voient toute la journée et puis le soir ils se rejoignent sur les jeux de réseau. Alors ça peut être ça, mais ce n'est pas que ça. Véritablement, tous ces réseaux, ces jeux ouvrent sur une rencontre avec autrui, dans tous les dangers et la richesse que cela peut apporter. Donc au-delà de cette compréhension vraiment du monde virtuel au travers de nos yeux de nos enfants, ça va être véritablement, comme je vous disais, d'aller échanger avec eux. Parce que nos relations virtuelles, je l'ai déjà exposé, toute cette intelligence artificielle, tout ce que présentent les réseaux, différentes choses, ça peut être vraiment bénéfique. Ça ouvre sur un monde qui auparavant pouvait rester complètement inaccessible. On a la planète entière à disposition simplement d'un clic immédiatement. Mais comme je disais, il faut faire le tri. Et surtout, quand on parle des relations, le problème, c'est que ça n'a pas la même qualité, ou du moins les mêmes intensités que peut avoir une relation réelle et physique. Et c'est vraiment ça qui doit être important, de pouvoir échanger avec son enfant, sans forcément condamner les relations virtuelles, puisque, comme je vous dis, maintenant, elles font partie de leur univers, de leur réseau, de leur entrée en matière et en relation, mais de leur faire comprendre véritablement que les règles du jeu, J-E, ne sont pas du tout les mêmes sur le virtuel et qu'il y a certaines précautions à prendre et surtout à équilibrer. Les relations virtuelles, alors par texto, par messagerie, donc je vous disais au travers aussi de ces jeux vidéo ou par petites stories ou vidéos interposées,
est vraiment une relation simplifiée, j'ai envie de dire un petit peu à l'extrême. On a enlevé toute cette profondeur, et c'est pour ça que dans la deuxième partie d'émission, je vous parlerai d'un thème que j'aime beaucoup, qui est l'empathie. L'empathie, la gentillesse, et vraiment de faire la part des choses entre différentes qualités humaines, que sont la gentillesse, l'empathie, et à quoi ça sert, et quel est le risque au regard du virtuel et du réseau des relations actuelles, de perdre cette qualité qui fait pourtant toute la richesse humaine, du lien humain qui se tisse dans la société. Parce que là où je vous disais, avant de reprendre ces 2 points qui seront dans notre deuxième partie, c'est vraiment de comprendre que les relations, et vraiment d'échanger sur ça avec son enfant, sur le fait que au travers des textos ou même des échanges, on perd plein d'informations qui pourtant sont primordiales. La communication, ce n'est pas simplement les mots, c'est vraiment aussi tout ce qui est la communication non verbale, le ton de la voix, le rythme, mais aussi corporel, l'expression du visage, la position du corps. C'est vraiment des jeux, ça je crois que j'en avais déjà parlé dans une chronique. C'est vraiment un jeu à voir avec ses enfants, de quand on attend dans la gare ou dans une queue de supermarché ou restaurant, d'aller observer les tables. Rien qu'en regardant un petit peu la position du corps, l'expression du visage, on peut arriver très bien à savoir qu'est-ce qu'ils se disent, quelles sont un peu la qualité de l'échange, est-ce qu'ils sont d'accord, pas d'accord, est-ce qu'ils sont intimes ou pas intimes. Toute cette communication non verbale nous livre tous ces événements. Et tout ça n'existe pas dans les textos, dans les messages. Tout cela, pourtant, qui nous permettent vraiment de voir si notre partenaire de discussion nous suit, comprend, et de réajuster un petit peu nos propos. Si on voit qu'il fronce les sourcils, on se dit « Oh là, j'ai peut-être pas été clair, je vais donc un petit peu plus détailler ». Alors tout ça, on ne l'a pas. On n'a vraiment pas ce jeu de miroir dans le relationnel, dans le virtuel. Ce qui va faire que nos échanges peuvent ressembler beaucoup plus à des monologues. On se confronte beaucoup moins à l'adversité. Et on se confronte aussi beaucoup moins aux émotions de l'autre et à nos propres émotions. Dans des textos, dans ces différentes choses, véritablement, nos émotions sont rétrécies maintenant, se résument à vraiment de quelques émojis qui vont dire content, heureux, voilà. Et alors on perd toute la subtilité et la profondeur des émotions qui, on va le voir tout à l'heure, va nous permettre quand même d'entrer vraiment en relation avec l'autre dans toute sa profondeur, dans toute sa richesse, dans toute sa diversité. Et du coup, tous ces échanges virtuels tendent à vraiment une simplification et une uniformisation du dialogue, de l'échange. Alors comme je vous disais, c'est pas du tout le condamner ou l'interdire, mais simplement accompagner votre enfant à prendre conscience de ceci et de voir comment il peut quand même y remédier ou du moins l'équilibrer. L'enjeu du virtuel, de tout ce qui est les écrans, va être vraiment quand même si on a l'internet nous offre, l'intelligence artificielle nous offre toute une panel de diversité, puisque je vous disais, le monde est accessible d'un clic. On peut aller télécharger, je pense, les journaux télévisés de tous les pays du monde, si on le recherche bien sur les réseaux et qu'on peut traduire les langages. Mais il faut faire un effort pour aller les chercher. Et ce serait peut-être la dernière un peu piste que j'aimerais de réflexion de vous livrer avant la pause musicale, c'est vraiment que même s'il y a toute cette diversité qui existe sur les réseaux, sur Internet, il n'est pas forcément accessible, puisque les algorithmes, tous ces petits moteurs qui vont venir stocker nos recherches, nos clics, nos likes, qui sont un peu tous ces cookies, tous ces mémoires de nos recherches, font qu'en fait, ils vont complètement limiter, refermer complètement tout ce monde qui est pourtant accessible, puisque ces algorithmes nous enferment véritablement toujours dans une même uniformité.
C'est-à-dire, vous le voyez bien sur Instagram, si vous cliquez une seule fois sur une photo de petit chaton, vous allez être complètement noyé sous une tonne de poils et de miaou attendrissants parce que vous n'allez plus avoir que des petits chatons ou au pire des loutres qui vont se faire des câlins. Mais il n'y aura plus du tout une diversité comme sur les sites de marchands quand vous avez acheté un ou deux produits un peu similaires du style autobiographie. On va vous suggérer que des autobiographies. On n'a pas eu à aller vous chercher autre chose. Et c'est un petit peu pareil aussi sur les réseaux Instagram, où on va retrouver nos enfants vont être confrontés ceci à avoir une vision du monde qui peut être vraiment très fermée si on leur fait pas prendre conscience de ce besoin d'aération et de ce biais de l'algorithme. Alors, dans cette première partie, je voulais vraiment un petit peu échanger sur l'impact des écrans. Mais dans la deuxième partie, comme d'habitude, je vous offrirai des solutions et des petites astuces vraiment pour échanger avec vos enfants et construire un quotidien beaucoup plus doux et apaisé. Je vous laisse pour un instant musical. 92.1 Les bonnes ondes de Radio Grand Lac. Question de parents. Trouvez les mots pour parler à vos enfants avec Elodie sur Radio Grand Lac. Et rebonjour, donc je vous retrouve pour cette deuxième partie d'émission de questions de parents. Donc je vous rappelle, j'en profite vraiment pour vous rappeler que cette émission s'inscrit dans les mercredis de la parentalité. Donc restez bien sur les ondes jusqu'à 13h, le début de l'émission de Pauline, Parents Autrement, qui parlera du burn-out parental. Et vous nous retrouverez aussi Radio Grand Lac pour une émission dansante pour finir la journée à partir de 20h avec Eurohit et à 21h After Latino. Quoi de mieux pour se détendre en fin de journée? Alors dans cette première partie, j'avais souhaité vraiment faire un petit peu un parallèle avec la période qui s'annonce, Noël, les cadeaux, les réflexions de savoir quoi offrir à son enfant et notamment la place un peu, j'ai envie de dire omniprésente, vraiment qui occupe toutes les listes, tous ces fameux écrans ou jeux virtuels qui envahissent un petit peu le monde de nos enfants. Et comme je vous l'expliquais dans la première partie, et l'idée que je souhaiterais qu'on puisse retenir, c'est pas forcément donc de soustraire et d'interdire, puisque voilà, ça fait partie désormais du monde et cela fera partie de leurs avenirs. Donc simplement quand même prendre ce temps et ce recul d'aller échanger avec son enfant, de s'asseoir à côté de lui pour vraiment prendre conscience de qu'est-ce que sont les écrans pour lui, comment il les apprivoise, comment il les habite, comment il s'en occupe dessus, qu'est-ce qu'il va voir sur les réseaux, sur les échanges. Alors ça peut être vraiment sans jugement, sans critique, pour aller vraiment découvrir comment ils l'utilisent et leur permettre aussi de prendre eux-mêmes un peu ce recul et cette prise de conscience de la différence entre le réel et le virtuel. C'est vrai que toute cette relation qui existe et nous ne sommes peut-être pas, nous adultes, très habitués ou à l'aise. On voit bien que même auprès des adultes, on n'utilise pas tous de la même façon nos messages, nos réseaux et ces outils. Aller réfléchir vraiment avec son enfant est vraiment important puisque, comme je vous disais, une des qualités majeures, c'est l'empathie qui est vraiment à développer et vraiment à privilégier entre 7 et 12 ans puisque, comme le disait Serge Tisseron, sociologue, psychologue aussi, que si l'empathie, cette qualité humaine, vraiment d'entrer en relation avec le monde et l'autre et avec soi-même, puisqu'on peut parler aussi d'auto-empathie, si on n'est pas allé vraiment la cultiver, la découvrir entre 7 et 12 ans, ça va devenir difficile. On va ressentir vraiment une fermeture, un peu d'ouverture d'esprit. L'empathie, c'est vraiment cette qualité de ressentir à l'intérieur de soi le contact, l'ouverture sur les autres points de vue, la différence, comment on peut entrer en relation et réaliser que autour de nous, c'est pas forcément comme nous pensons, comme nos émotions.
Et ça, je crois que c'est une des pertes principales qu'on peut observer au travers des écrans et de toutes ces relations qui se tissent dans les réseaux et les jeux vidéo. C'est vraiment cette notion d'empathie qui fait vraiment défaut dans ce type de relation et qu'il faut vraiment remettre au cœur de l'enfance, au cœur des pratiques de nos enfants et de nous-mêmes. Et vraiment d'insister. Avant 7 ans, c'est juste pas possible. Le développement de l'enfant est égocentré, il est tourné vers lui-même, il a une telle source d'apprentissage, d'observation qui lui arrive par tous ses sens que il est complètement saturé. Il est vraiment le centre de son monde et le centre du monde entier d'ailleurs. Avant le CP, on le voit bien en maternelle, les classes, c'est souvent des enfants un peu dans chaque coin là qui jouent ensemble et c'est compliqué de faire corps, de faire groupe avant 7 ans. C'est vraiment l'enjeu de l'élémentaire, de s'ouvrir à l'autre, de voir que l'autre peut être différent, penser différemment, ressentir différemment. Donc l'enjeu, c'est vraiment à partir de 7 ans où on va voir un peu comment on peut développer ce rapport à l'autre vraiment dans la matière, déjà dans un premier temps, et essayer de l'amener dans l'écran et dans tout ce qui est aussi les intelligences artificielles. On note plusieurs empathies. L'empathie, vous allez voir, ça va être vraiment individuel, puisque comme je vous le disais, on le vit dans notre corps, dans notre intériorité. Il y a d'abord une empathie cognitive. Elle fait plutôt appel au mental, à la capacité de raisonnement, et c'est vraiment comprendre l'état de l'autre dans ce qu'il pense, ressent et imagine. On est vraiment là sur l'idée d'apprendre qu'on peut avoir différents points de vue. Alors politique, vous allez me dire ça, c'est pas un enjeu pour l'enfant, mais voilà, d'avoir des points de vue différents, de penser différemment face à une même chose, même action. Ça va être vraiment une des premières empathie. La deuxième empathie va être plutôt donc affective. Ça va être d'essayer de comprendre, non pas les pensées, mais vraiment les émotions de l'autre. Voilà, que l'autre peut ressentir d'autres émotions. Que par exemple, moi je ressens de la tristesse. Pour quelqu'un d'autre, ça le mettra en colère ou il aura peur. C'est vraiment faire ce distinguo. Et vraiment, ça, c'est des étapes importantes et clés chez nos enfants. Et on verra comment on peut les accompagner. Et la dernière empathie qu'on peut noter vraiment, je dirais que c'est compassionnel. Donc là, on s'attache plutôt au comportement, à nos attitudes bienveillantes, qu'on peut avoir le souci du bien-être de l'autre. Donc là aussi, ça nous demande, et ça demande à nos enfants, de un peu se décaler, décentrer, pour pouvoir se prendre en compte, parce que l'idée, ce n'est pas aussi de s'oublier, pour que l'autre soit bien. Et ça va être vraiment tout cet enjeu vraiment de l'élémentaire, du primaire, là, à partir du CP, de prendre toutes ces composantes pour entrer en relation avec beaucoup plus de justesse et en considérant l'autre comme véritablement un individu à part entière qui a des droits de penser, de ressentir différemment. Et de comprendre aussi que nos actions, que les actions de vos enfants peuvent venir impacter le ressenti, le vécu de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est vraiment primordial et des points clés, notamment dans le cadre du harcèlement, puisque l'empathie, vraiment cette capacité à comprendre la pensée de l'autre, à comprendre les émotions de l'autre, oui, il y a quand même une décision à prendre. C'est dans quel sens l'empathie, cette capacité donc à prendre l'autre dans sa différence, ça nous permet de nous relier. Ça peut soutenir, on peut soutenir l'autre, on peut se relier, on peut l'aider puisqu'on comprend son besoin. On l'a identifié, mais malheureusement, mal utilisé, mal orienté, toute cette capacité de compréhension peut détruire, harceler, manipuler ou blesser l'autre. Si on a compris où l'autre a un peu sa faille, on peut aller facilement le taquiner ou aller se moquer sur ce point-là en sachant que ça va le faire réagir. Donc, au-delà de simplement un élément de compréhension, l'empathie, ça va être véritablement un choix, un guide d'action.
qu'est-ce qu'on veut apporter à l'autre et comment on veut nourrir nos relations. Et comme je vous disais, dans les relations virtuelles, ça peut faire défaut, toute cette compréhension de la pensée de l'autre, puisque le dialogue est quand même beaucoup plus limité. On est moins en nuances dans des grandes phrases. C'est souvent quelques mots et même avec des abréviations ou des emojis. Donc vraiment, il est important de rééchanger dans nos dialogues avec nos enfants, de renouveler, de vraiment travailler sur tout ceci, quoi. Et l'empathie, j'en profite, ce n'est pas du tout de la gentillesse. La gentillesse, c'est encore autre chose. L'empathie, c'est quelque chose, comme je vous disais, qu'on doit ressentir de l'intérieur et qu'on exprime. La gentillesse, j'espère que ça n'existe plus, mais sois gentil parce que sinon le Père Noël ne va pas passer, ou si t'es pas gentil, sois gentil, ça fait plaisir à maman ou papa, ou des choses comme ça. Là, c'est un petit peu comme le respect, c'est pas quelque chose qui doit être imposé, parce que sinon on est simplement sur une règle de politesse qui n'est pas du tout intériorisée. L'empathie, ça doit être quelque chose qui se développe de l'intérieur, qui part de l'intérieur, pour que ce soit vraiment réellement intériorisé et vécu. Dans les différentes, vous allez peut-être vous demander alors à ce moment-là, comment on fait ? Comment on fait pour vraiment accompagner son enfant sur ce chemin de l'empathie, déjà dans la matière, et après voir comment on peut nourrir tout ce côté virtuel de la vie. Une des premiers points est primordial, et je pense que si vous avez l'habitude d'écouter mes chroniques, ça, vous l'avez quand même bien compris que c'était mon dada et mon cheval de bataille, de vraiment travailler sur cette pédagogie des émotions. Si vous vous souvenez, j'étais déjà venue présenter mon ouvrage « J'aide mon enfant à faire face aux difficultés de la vie », où il y a des contes qui permettent de vraiment travailler sur les émotions. Un des premiers points essentiels pour aller s'ouvrir sur l'autre, ça va être déjà d'apprendre à se comprendre soi-même. Et là, l'identifier ses émotions, comprendre l'origine de ces émotions et savoir les contrôler, les gérer et les exprimer de façon juste pour soi et pour l'autre. C'est-à-dire, si je ressens de la colère, où est-ce qu'elle est dans le corps ? Qu'est-ce que je peux en faire ? Comment je peux l'exprimer ? La colère, c'est véritablement le message que ce n'est pas juste, que il y a quelque chose qui ne me convient pas. Alors s'interroger sur ce que c'est, et vraiment d'exprimer sans blesser autrui. Vraiment ce souci de l'autre à développer. Alors, c'est vraiment, je vous invite vraiment à toujours de manière très légère à faire des petites activités au travers de ces émotions, et pourquoi pas intégrer aussi sous le sapin tous ces jeux un peu qui permettent de jouer sur les émotions. J'aime toujours aussi ces jolies cartes Dixit qui peuvent vraiment être un soutien quand j'ai jamais compris la règle du jeu. Alors, je vous le cache pas, donc j'ai un peu détourné les cartes où elles sont très jolies, très oniriques, de pouvoir les déposer sur la table le soir, et chacun choisit en fonction des émotions qu'il a vécues dans la journée, et chacun en parle. Et ça peut être un très bon sujet aussi pour aller plonger en soi, pour parler de son propre émotion et aller écouter celle des autres. Et n'hésitez pas aussi à faire des petites jeux de rôle, de se mettre à la place, même très jeune, l'enfant, de raconter une histoire, et d'aller imaginer ce que pense chacun des trois petits cochons. Ils vont tous être différents, et puis chacun, on peut aller imaginer, qu'est-ce qu'est le premier cochon, comment il vit la destruction de la maison, et le deuxième, et le troisième, et de vraiment nuancer. Vraiment, si votre enfant arriver à se mettre à la place de l'autre, vraiment en jouant, c'est une des techniques les plus simples pour vraiment s'approprier cette entrée en relation toute douce qu'est l'empathie. Alors, je vois le temps filer, je m'excuse, j'étais un peu plus longue que prévu. J'espère que ça vous a bien intéressé. N'hésitez pas à retrouver le replay, c'est aussi des éléments que je développe dans mes ouvrages, et j'aurai plaisir à vous retrouver dans 15 jours. Et en attendant, je vous laisse à 13h avec Pauline. Passez une très belle journée et à bientôt.